Bonsoir à tous. Le 26 octobre prochain, Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueille la 15e édition du Salon international de l'artisanat. Pour en parler, l'entretien du jour reçoit Harouna Kaboré, ministre burkinabé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Vous êtes à Paris dans le cadre du lancement des préparatifs de cette 15e édition donc du CIAO. Comment la presse internationale que vous avez rencontrée a-t-elle accueilli cette année votre annonce? La presse internationale a toujours été présente tout au fil donc, de l'organisation du CIAO. Oui. Ces 30 dernières années. Là, elle est là en amont, comme c'est le cas aujourd'hui, pour porter l'information sur l'organisation, les préparatifs donc, de l'événement. Oui. Elle est présente au cours donc, de l'événement, et puis après l'événement, elle continue donc d'aider le salon à faire la promotion de l'artisanat africain. Oui. Cette année, elle a encore répondu présente au rendez-vous, en se déplaçant massivement donc, pour la conférence de presse que nous venons d'animer tout de suite. Oui. Et beaucoup d'engagement. Nous avons vu beaucoup d'engagement par rapport donc, à leur déplacement à Ouagadougou. C'est un partenaire privilégié et permanent. Et nous souhaitons que les choses puissent continuer de cette manière. Ouais. Comme votre télé qui est toujours présente et qui va certainement se déplacer encore à Ouagadougou. Oui. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les médias sont importants dans la promotion du CIAO et leur importance ne se limite pas à la couverture du CIAO ou peut-être même des événements avant et même après le CIAO. Vous continuez à travailler avec les médias pour continuer la promotion du CIAO entre deux biennales, c'est ça? Complètement. Vous savez, aujourd'hui, le CIAO a un site, oui. le site du CIAO où régulièrement on met l'information. Ceux qui s'inscrivent, ils viennent en tout cas avec des accréditations, donc ils laissent leurs coordonnées en matière d'inscription. À chaque fois que nous avons des éléments là-dessus par rapport à ceux qui ont eu les prix, s'ils ont des activités un peu partout, on continue donc de donner l'information. Et beaucoup de médias, à travers donc les documentaires, parce qu'ils ne couvrent pas l'événement pour l'actualité. Oui. Il y en a qui font des documentaires après, il y en a qui permettent aux artisans de continuer à s'exprimer, il y en a qui donnent des occasions à travers donc, des publications, des revues, des mensuels, des choses qui sortent comme ça. Oui. Et donc, les choses continuent toujours et il y en a qui viennent chercher l'information sur les sites. Franchement, c'est une relation privilégiée qu'on a avec la presse et je pense que sans elle, les 30 éditions, on ne serait pas là aujourd'hui. Les 30 éditions, les 15 éditions, mais ça fait 30 ans. C'est ça. Cette année 2018, ce sera donc la 15e édition de ce salon international, mais ça fait 30 ans que votre pays accueille le Tout Afrique. Au départ, ça a commencé à l'intérieur du pays et puis ça s'est ouvert au fur et à mesure. Au bout de 30 ans, on peut dire aujourd'hui comme un homme que le CIAO est un garçon mature, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a évolué depuis le début à aujourd'hui? Quelles ont été les différences que vous avez observées? Assurément, le CIAO a grandi, oui. Le CIAO est monté en puissance. Le CIAO aujourd'hui le premier salon international de promotion de l'artisanat africain. Et donc, je pense que pour arriver à là, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs étapes. Oui. Des difficultés ont été vaincues, des innovations ont été faites. Et depuis Artisanat 84, une belle idée du président Thomas Sankara, ça a évolué. À partir de 88, ça a été institutionnalisé et on avait donc le CIAO chaque 2 ans. Et on a apporté suffisamment d'innovations, je vais en citer quelques-unes, qui montrent qu'il y a une dynamique chaque 2 ans. On a de plus en plus une forte place donc, pour les acheteurs professionnels parce que ce n'est pas de l'expo, c'est vraiment une occasion où on fait la promotion, on tente donc de conquérir le marché international. Oui. Il y a au fur et à mesure des salons comme le salon de la créativité. Nous avons aujourd'hui la possibilité donc d'avoir de l'expo des différentes régions de Burkina Faso. Oui. On donne l'occasion à un pays ami qui souhaite effectivement donc, nous accompagner en faisant ce qu'on appelle le pays invité d'honneur. Cette année, ça va être Madagascar. On en reparlera tout à l'heure. Et vous savez, la possibilité, par exemple, ce salon, pour rester factuel, on a fait des innovations majeures, notamment innovations comme Je m'engage pour l'artisanat. Oui.
par les différentes autorités qui vont venir de partout. On va les faire visiter, voir des réalités, des artisans qui exposent, qui vont donc du potier au carreleur, à tous ceux qui font effectivement des objets d'art, qui touchent du doigt en tout cas les différentes réalités. Ce qui permet aux gens, quand ils repartent certainement, donc de prendre des décisions fortes, des décisions politiques pour soutenir donc ce segment-là qui emploie énormément. Au Burkina Faso, ça fait à peu près 2 millions de personnes qui travaillent donc dans ce segment. Il y a le prix, l'ambassadeur du CIDAO, qui est que nous allons, j'allais dire, trouver des personnalités fortes, venant des hommes de médias, des personnes effectivement donc, qui adorent la culture, des mécènes, des gens qui vont continuer donc à faire la promotion de l'artisanat et tout ce qui est produit là-bas. Et nous avons aujourd'hui le mentorat, parce qu'on pense effectivement donc, que le mentorat, ça va être des gens qui priment, des gens au CIAO, et qui devraient continuer à tenir la main des artisans. Prenez pas, après le prix, que ce soit en numéraire ou en matériel, ça s'arrête là. On devrait pouvoir les voir meilleurs à la prochaine édition. On les accompagne tout entre 2 éditions. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Oui, je ne vous coupe pas, mais on va s'arrêter 30 secondes sur cette idée de mentorat. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que pendant longtemps, dans nos pays, on a organisé des salons, et à la fin, il y a des prix qui sont donnés. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Le participant reçoit son prix et repart dans l'anonymat quasiment parce qu'il n'y a pas un suivi. Et vous dites, à partir de cette édition désormais, dès qu'il y aura un prix, on ne laissera plus jamais le participant ou le lauréat tout seul. Non, mais tout à fait. Vous savez, le prix, il est quoi? C'est quelque chose donc, de symbolique, d'encourageant, de stimulant. Mais une fois qu'on a donné un prix à quelqu'un par rapport donc, à tout ce qui est attendu pour qu'il se développe, et ce n'est pas suffisant. Mais on lui a montré qu'il a fait un travail, on a fait un truc déclencheur psychologique qui lui permet d'aller de l'avant, mais il ne faut pas le lâcher. Donc désormais, le mentorat va permettre de suivre la personne, regarder s'il y a un problème d'équipement, s'il y a un problème de formation, un problème de renforcement des capacités, s'il y a besoin beaucoup plus effectivement donc, de faire connaître ses produits, si on peut le conseiller à s'adresser donc, à des outils effectivement, de communication. Mais on va, ceux qui donnent les prix, on va les encourager à garder ce lien-là avec ceux qu'ils ont primés pour permettre donc d'obtenir plus de résultats. Comme ça, on a la chance effectivement donc que la prochaine édition, non seulement la personne prend de l'épaisseur, de la hauteur, mais en même temps, elle peut revenir encore plus forte. Sinon, il est arrivé qu'il y a des gens qui ont des prix. À la prochaine édition, ils disparaissent de la circulation ils redescendent plus bas. Et c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que tous ceux qui ont ces prix-là, ils puissent aller, ils montent en puissance. C'est ça le sujet. Donc le mentorat a l'objectif effectivement donc d'être quelque chose donc d'accompagnement, pas d'assistanat, d'accompagnement permanent. Comment sont choisis les mentors très rapidement pour qu'on évolue? Exactement ceux qui proposent les prix. Vous savez, il y a pas mal de gens qui viennent sur le salon avec des prix. Tout à l'heure, j'ai cité effectivement le ministère du Commerce et de l'Industrie met un prix effectivement donc pour accompagner ceux qui auraient transformé de la belle manière nos matières premières. Mais après ce prix, c'est un exemple. On fera le mentorat effectivement de la personne qui aura le prix, on ne le lâche pas. On l'accompagne donc jusqu'à la prochaine édition. Voilà, c'est ce format-là qui a été retenu. On donne un prix, on ne lâche pas la personne. Vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure les innovations, l'évolution de ce salon. Et cette année, j'ai vu que pour pallier un problème récurrent sur le CIAO, c'était les problèmes d'inscription. En général, on venait s'inscrire en numéraire, ça prenait du temps, etc. Et cette année, vous avez dit stop. On vit au 21e siècle. Ceux qui veulent venir sur le salon peuvent s'inscrire en ligne avec des cartes bancaires. Expliquez-moi ça rapidement. Complètement. Vous savez, aujourd'hui, les paiements en ligne sont des outils bien développés. Mais est-ce que c'est sécurisé? Bien sécurisé. Vous savez, c'est les mêmes outils de sécurisation qui existent. On ne réinvente pas la roue. Partout, de la même manière, vous mettez votre Mastercard, votre carte Visa, et dans le monde entier, c'est les mêmes outils qui sont utilisés. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse confiance à l'outil qui n'est pas forcément implanté au Burkina. Non, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est les mêmes paiements en ligne, c'est les mêmes sécurités, les gens peuvent payer. Et puis, ça facilite les choses. Ça évite effectivement donc, des envois numéraires, des dépenses effectivement non supplémentaires. En ligne, c'est assez sécurisé, il n'y a aucun problème. C'est des trucs qui existent. Et, parce que vous savez, la date limite d'inscription, quand on dit par exemple que c'est le 31 juillet, mais en fait, n'est pas inscrit, n'est inscrit que la personne qui aura rempli le formulaire et puis payé à 50%. Voilà, donc, pourquoi
se déplacer, envoyer de l'argent. Mais on garde aussi la possibilité, pour ceux qui veulent s'inscrire sur place, qui sont à Ouaga, dans les pays environnants, qui souhaitent faire un tour avant, ils peuvent toujours continuer. Mais on donne la possibilité à quelqu'un qui est de l'autre bout de la planète, voilà, par rapport au Burkina Faso, de s'inscrire tranquillement, de choisir son et de ne pas stresser sur l'inscription et se demander comment faire pour faire parvenir les sommes. J'ai vu aussi que dans la même idée, vous avez essayé d'adapter la solution à l'intérieur même du pays en utilisant par exemple le mobile banking. Oui, tout à fait. Regardez aujourd'hui, au salon, on a suffisamment donc, de files d'attente. C'est-à-dire les gens qui viennent, parce qu'on attend 350 000 visiteurs qui viennent, et il y a une file d'attente, et ça crée même des questions d'insécurité, de fatigue générale. Et aujourd'hui, on a un outil performant qui est le mobile money aujourd'hui. Donc, on a décidé donc d'organiser même des préventes, de telle sorte que les gens peuvent en amont payer leur ticket, bien sécurisé. On peut, à 2 jours ou avant de venir, faire le paiement, retirer son ticket. Ça fait de telle sorte que quand les gens ils arrivent et ils rentrent au salon, il n'y a pas besoin de s'aligner pour payer les tickets. Voilà, ça augmente la sécurité, la fluidité et tout le reste en fait. Et ça c'est important aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, on est quand même au 21e siècle. Et ça se passe aussi au Burkina Faso. Vous disiez tout à l'heure que l'invité d'honneur cette année, c'est Madagascar. Pourquoi Madagascar? Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, mais pourquoi Madagascar? Parce que la prochaine fois, ce sera le Bénin, ce sera le Mali, ce sera d'autres pays. Ce n'est qu'une dynamique. Vous savez, c'est le salon international de l'artisan de Ouagadougou. Donc, c'est le salon africain. Donc, nous essayons effectivement donc, de donner la possibilité à des pays. Et le salon, elle n'a pas d'une durée de vie limitée. Nous allons finir par faire le tour et recommencer certainement donc, pour que quelqu'un soit un pays invité deuxième fois. Donc, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de choix. C'est juste que c'est tombé sur Madagascar. Il y a dû avoir quand même quelque chose, un critère qui a poussé à dire, tiens, cette année, ça va être Madagascar. Madagascar, c'était un pays africain. Donc, ça ne m'a pas échappé, voilà, donc du coup, c'est l'artisanat africain. Donc, pour nous, comme c'est le salon de la promotion des artisans africains, l'idée, c'est même pas qu'il y ait des similitudes. L'idée, c'est qu'il y ait une diversité, des choses qui se complètent, qu'il y ait des découvertes de nouvelles choses, que les cultures se frottent. Parce que le salon aussi, c'est un moment culturel important. Il y a des mets africains, que les cultures se frottent d'une manière ou d'une autre. Donc, pour nous, c'est une occasion de dire, allez, Madagascar, ils sont de l'autre côté, mais ils sont avec nous. Et ils sont là. Le président du Faso est allé là-bas. Il a vu une dynamique, effectivement, en matière de l'artisanat. Et dans les discussions, les échanges, on a décidé pour cette année de retenir Madagascar. Donc, c'était un choix qui a été fait à un pays africain, comme on aurait pu faire pour un autre, avec le choix ou donc la préférence, effectivement, de dire, allez, c'est Madagascar cette fois-ci. Donc, je vais dire que ce n'est pas parce que les autres pays ont démérité, c'est parce que juste le choix s'est porté sur Madagascar. J'ai vu que l'un des objectifs cette année du salon, c'est d'aider les artisans à, disons, intégrer l'usage des nouvelles technologies. Vous dites dans leur volonté de conquérir les marchés internationaux. Je ne comprends pas très bien. Vous savez, on peut faire un salon, on fait la promotion, mais après, il faut que les gens y vendent. Il y a tout le business qui est derrière, on doit pouvoir utiliser les outils modernes. Et un exemple, on avait... Vous avez les métiers à tisser traditionnels avec le bois, pénibilité, temps de production assez élevé. Les produits qui sont utilisés, la soude qui s'expose, donc les tisserandes en particulier. On s'est dit aujourd'hui la technologie permet donc d'évoluer. On est passé de ces métiers traditionnels à des métiers un peu plus... avec du fer, mais bon, pas, on sort du bois au fer, mais on n'est pas encore. Et là, aujourd'hui, on pense qu'on peut évoluer vers des métiers à tisser beaucoup plus modernes qui permettent de réduire la pénibilité. Ça, c'est la technologie qu'on augmente au niveau de la production. Au niveau de la commercialisation, aujourd'hui, quand vous regardez, les 30 ans sont matérialisés par un 3 et puis le sigle arrobase, pour montrer aujourd'hui que la possibilité pour nous de continuer à exposer les produits en ligne, d'offrir la possibilité aux artisans de vendre en ligne, c'est une préoccupation majeure. Parce que les gens devraient pouvoir, les artisans devraient pouvoir donner la possibilité à travers les vitrines en ligne que les gens achètent et qu'on utilise les mêmes outils modernes d'expédition. Et ça permet aux gens de rester en contact. Au niveau donc, des acheteurs professionnels. Après un salon, ils savent effectivement donc, où trouver l'information juste concernant un artisan. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de dire, allez, c'est de l'artisanat, mais les outils technologiques doivent servir à ce qu'il y ait la vente. N'oublions jamais
que c'est aussi un segment qui apporte des devises, c'est aussi un segment, c'est du business aussi, hein, c'est pas uniquement de l'art, juste effectivement donc pour être heureux, mais ceux qui travaillent doivent pouvoir gagner leur vie, doivent pouvoir vendre, et le marché international est important. Il y aura combien de participants Nous avons 3500 exposants, 550 stands, et on atteint 350 000 visiteurs. Voilà, et j'imagine que les 350 000 visiteurs, et y compris les 3500 exposants, se posent la même question que je vais vous poser. C'est compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois dans votre pays, il est légitime qu'on se pose la question de la sécurité, de ceux qui vont venir visiter, de ceux qui vont venir exposer. Comment on fait pour accueillir 350 000 personnes pour ce salon? Comment fait-on pour garantir la sécurité des exposants? Vous savez, le Burkina Faso est un pays dynamique, hein, et qui régulièrement, c'est vrai, a fait face à des attaques de temps en temps de forces obscurantistes. Mais si vous regardez tout au long de notre histoire, nous nous sommes donné toujours les moyens de faire face effectivement à cette forme d'adversité. Tout dernièrement, les attaques qui ont eu lieu, vous avez pu observer effectivement donc la capacité de réaction de nos forces. Lorsque en amont, nous n'arrivons pas à annihiler effectivement donc l'adversité, lorsqu'il y a des attaques, il y a une forte capacité effectivement de réaction qui est fortement appréciée par tous ceux qui sont au Burkina Faso. D'une manière générale, des dispositions sont prises dans mon pays pour sécuriser l'ensemble des sites sensibles, pour sécuriser les événements, pour que le secteur privé, par exemple, qui souhaite en tout cas un accompagnement spécifique, que les choses se fassent. Il y a une dynamique qui est faite au plan national, une dynamique qui est faite dans la sous-région à travers le G5, et il y a une dynamique effectivement qui permet de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Un événement pareil, des dispositions sont prises en amont des semaines avant pour être sûr effectivement de tout. La preuve, nous venons d'accueillir au mois de mars Africalia, qui est un grand événement qui a connu à peu près 500 participants en matière d'entreprise. Et 6 000 et quelques rendez-vous B2B, c'était un grand événement international, Africalia chaque 2 ans. Et il n'y a eu absolument pas de problème. Chaque jour, le Burkina Faso est un carrefour d'événements. Beaucoup d'événements internationaux s'organisent, il n'y a aucun problème. Donc je vais dire aux uns aux autres qu'il n'y a pas à s'inquiéter de manière spécifique. Il faut seulement intégrer, comme cela se passe dans le monde entier, que oui, il y a un fait qui s'appelle le terrorisme, qui intervient dans les pays. Et vous savez très bien, je suis assis ici, et je considère que je ne suis pas moins en sécurité dans le studio de la télévision nationale de Burkina Faso que dans votre studio, on est d'accord. Je ne suis pas moins en sécurité à Paris moins en sécurité à Ouaga qu'à Paris, on est d'accord. Je ne suis pas moins en sécurité à Ouaga qu'à New York. Ça, c'est un fait qui est clair aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter spécifiquement. Il y a seulement à noter que dans le pays, on est organisé pour faire face à ce genre de choses et qu'on se donne les moyens pour que les événements se passent très bien. Maintenant, l'hydre terroriste effectivement, donc, qui est dans le monde va être combattu comme cela se fait ici, comme cela se fait au Burkina Faso. Et on devrait arriver en tout cas à le juguler. Je me posais cette question en préparant notre entretien. Madagascar est le pays invité. En ce moment, j'observe qu'à Madagascar, il y a des problèmes à l'intérieur du pays sur le plan intérieur et politique. Est-ce que cela pourrait remettre en cause la participation de la Grande Île à ce salon? Le mauvais message pour un pays africain envers un autre pays africain, c'est de se désolidariser lorsque ce pays connaît donc des problèmes. La meilleure réponse, c'est de continuer à soutenir donc, les démocrates dans ce pays, c'est de continuer à soutenir ceux qui se battent pour la liberté, ceux qui se battent pour la démocratie, c'est de continuer à soutenir le pays pour que le pays aille de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la dimension donc, des questions politiques, mais c'est une population, c'est des peuples, c'est des gens qui travaillent dans l'artisanat, qui demandent certainement donc à vivre mieux. Non, le meilleur message, c'est de dire que c'est fini. Non, pas du tout. C'est au contraire de continuer à magnifier les relations, à montrer que les peuples sont frères, ils continuent de se parler. C'est de traduire ici notre panafricanisme envers le peuple malgache. Aucunement, cela ne remet en cause. Au contraire, il faut continuer donc à montrer l'image forte de Madagascar, qui est un pays où les gens se lèvent tôt et ils se battent. Puisqu'on évoquait tout à l'heure la question sécuritaire, je me demandais aussi si cette question sécuritaire dans votre pays était un frein à l'ambition de votre pays de s'industrialiser. Je pense à des investisseurs qui voudraient venir, par exemple, dans votre pays pour s'installer, participer au volet numéro 3 du PNDS. C'est ça, hein? La transformation. La transformation. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un frein? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Ce serait un frein. Sinon, on ne travaillait pas à faire évoluer les choses. Si les Burkinabés avaient courageux
les bras et qu'on regardait effectivement donc la nature faire les choses. Non, au contraire, on a montré une réponse et une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, au ministère des Mines, je pense que les travailleurs, par exemple, tous les jours courent sous le poids des demandes, donc des titres, des titres miniers. Les mines interviennent dans la partie nord du pays. Hein. Donc vous pouvez imaginer effectivement qu'il y a toujours une affluence, alors que c'est là qu'on dit souvent qu'il y a des attaques. Non, il n'y a aucun souci à ce niveau. On continue de travailler, des espaces se dégagent, des précautions supplémentaires parce qu'il faut s'adapter. Vous savez, ce sont des méthodes de guerre, on parle donc de guerre asymétrique, donc on s'adapte. Voilà. Si le pays ne s'adaptait pas, si on ne se donnait pas les moyens, on peut se dire qu'ils sont statiques. Donc les gens s'adaptent. Ceux qui viennent au Burkina Faso aussi s'adaptent aux dispositions sécuritaires qu'on prend et la vie continue de tourner. Pas du tout. Regardez aujourd'hui la croissance économique. Alors, on était à quoi, 4% en 2015, 5,9% en 2016. Aujourd'hui, c'est 6,7%. Elle est faite quoi? Elle est tirée par le secteur privé, à la fois national mais international. Les créations d'emplois, nous sommes aujourd'hui pour le secteur privé à peu près 80 000 emplois qui ont été créés donc, dans la mise en place donc, du PNDS. Il y a une nouvelle dynamique effectivement qu'on est en train de créer. De mon département aujourd'hui, on finalise bientôt la nouvelle stratégie nationale d'industrialisation pour donner un coup de fouet à ce volet-là. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a des difficultés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, nous adaptons la réponse. Qu'est-ce que ça a donné les conclusions du symposium du 19 avril dernier? Alors, le symposium rentre dans un cadre vaste, en fait. J'ai lancé, depuis le 26 février, l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale d'industrialisation. Dans ce cadre-là... Pourquoi l'ancienne n'était pas bonne? Oui, mais on est dynamique. On est capable, effectivement, donc, d'améliorer en avançant. Ce sera grave, effectivement, donc, pour un pays donc, de rester statique. D'ailleurs, on est en train donc, d'avancer là-dessus. On pense qu'il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux facteurs. Mais on fait des analyses pour tenir compte donc, des éléments résiduels. Et on s'appuie sur de nouvelles façons de faire pour avancer. Et à ce niveau, le secteur privé a décidé de contribuer énormément à l'élaboration donc, de cette stratégie-là en prévoyant, donc, en choisissant d'organiser un symposium. Et donc, la Chambre de commerce et l'industrie, qui est une structure qui relève de mon département, a mis en place donc, ce symposium-là. Nous avons fortement contribué à accompagner. Et nous sommes arrivés donc, à des recommandations, à des propositions concrètes qui vont être exploitées dans la phase revue documentaire par les consultants, les experts qui travaillent sur la stratégie, pour permettre à la fin donc, de prendre l'avis du secteur privé, comment est-ce qu'il voit les choses, pour qu'on ait quelque chose à la fois, j'allais dire, théorique, mais pratique, en fait, qu'on ait un document assez sérieux, complet, qui va de la stratégie, les actions budgétisées, qui permettent en tout cas donc, tout de suite d'être opérationnel. Et c'était un bon exercice participatif qui a été fait le symposium. Et vous avez vu 2 jours après, il y avait les huiliers qui avaient organisé un forum sur l'huilerie pour aussi poser les problèmes donc, du secteur, regarder les possibilités de développement. Tout cela a été intégré. Donc, nous pensons que d'ici 1 mois, lorsque notre document sera totalement terminé, on aura un document je l'ai dit, techniquement solide en termes de participation où on a pris en compte les attentes des acteurs et quels sont ceux qui vont investir là-bas, c'est le secteur privé. Donc quand vous faites un document comme ça où ils sont associés en amont, vous avez de fortes chances effectivement qu'ils s'impliquent par rapport à la mise en œuvre. Le problème dans nos pays, ce sont beaucoup de documents, pas de financement. Justement, que je vous ai dit que ça va être un plan stratégique avec des plans d'action budgétisés. C'est-à-dire que si vous commencez à budgétiser, forcément, quand on parle de budget, on montre comment est-ce que ça va être financé. Parce qu'un budget, ce n'est pas des chiffres. Un budget, c'est à la fois des dépenses et des pieds, et des recettes. Il faut montrer clairement, voilà les dépenses qui vont être faites, comment ça va être budgété. Sinon, le document n'est pas complet. Si vous ne savez pas comment vous financez, ça ne sert à rien de mettre des chiffres. Et là, on sait comment on finance cela. On sait comment on finance cela parce qu'il y a suffisamment de moyens dans le monde pour financer le développement. Après, il faut avoir la stratégie. Ce monde regorge suffisamment de moyens pour financer le développement dans tous les pays. Ceux qui ont la meilleure stratégie, ceux qui savent faire la promotion des investissements, et là, le dernier Conseil des ministres vient donc de transformer un outil formidable qui va être encore beaucoup plus puissant. On avait l'Agence pour la promotion des investissements, qui devient l'Agence burkinabé d'investissement. On va aller chercher les investissements. C'est juste le nom qui change. Ah non, ce sera trop facile de faire juste changer le nom. Le gabarit, l'épaisseur, les moyens, les possibilités donc d'agir ont évolué avec l'implication donc des affaires économiques, des conseils d'affaires économiques qui sont impliqués dans les ambassades, avec plus de moyens pour aller chercher l'investissement direct étranger, avec plus de moyens pour faire la promotion de l'investissement, avec plus de moyens pour accompagner les investisseurs. Parce qu'une fois qu'on fait la promotion, quand les gens y viennent, il faut pouvoir effectivement donc leur donner les moyens, les accompagner pour faciliter en tout cas donc leur
installation donc, dans le pays. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, on a pris les choses au bout et on pense qu'à la fin, on devrait pouvoir produire des résultats meilleurs. J'ai vu que en 91, dans votre pays, le secteur de l'industrie participait à peu près, on va dire, était à 20%, un peu plus de 20% dans le PIB de votre pays, et qu'aujourd'hui, on peine à arriver à 15%. Comment on fait pour retrouver le niveau de 91? C'est vrai, comme le Burkina, comme beaucoup de pays africains, il y a souvent un manque d'investissement continuel, en fait, voilà, permanent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses par à coup, il faut faire les choses et puis à chaque fois on avance. L'autre chose, c'est qu'il y a le segment qui a été choisi, celui des PME. Oui. Qui sont un outil puissant où nous allons développer un ruisseau de PME et qui vont converger pour créer les fleuves. Vous savez, les ruisseaux convergent pour créer les fleuves. Comme ça, on va avoir certainement donc des champions, des champions dans le monde industriel, dans le monde des services, qui vont permettre donc de continuer à participer énormément au PIB. Je pense qu'on va remonter. Et les mines aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est de l'industrie, c'est de l'industrie minière, donc c'est quand même l'exemple évidemment donc, de l'essor industriel qu'on a aujourd'hui. Oui. Et je pense que le choix qui a été fait avec les structures de financement, chez moi, il y a l'agence de financement et de la promotion des investissements. Il y a des incubateurs qu'on est en train de mettre en place. Il y a de nouvelles zones industrielles qui sont en train donc, de préparer au Burkina Faso. Il y a un port sec. Vous savez, il y a une dynamique de choses qu'on met sur place qu'il faut qu'on dise que ça va être mieux. Parce que ce n'est pas un discours. Parce qu'il y a des zones industrielles, il y a le port sec, il y a les incubateurs. Tout ça, on prépare des gens, effectivement. On donne les moyens pour élever le niveau de production de matières premières. On est en train donc, d'augmenter la capacité productive, effectivement, donc, des PME par des mécanismes d'accompagnement, de subvention aux équipements, mais de prêts aussi, en facilitant donc des garanties bancaires. Quand vous rajoutez l'ensemble de ces éléments-là, on va forcément arriver à un moment donné où on va repartir comme il se doit. Donc le Burkina industriel, c'est possible. La question, c'est pour quand? Ce sera ma dernière question. Non, c'est une dynamique. Vous savez, il faut sortir des fétichismes des dates. Mais je vous montre la dynamique qui est là aujourd'hui. Et nous allons faire les bilans année par année. Aujourd'hui, nous avons fait le plan triennal 2018, 2019, 2020 de mon département. Et avec des ambitions, en tout cas, qui permettent le pays d'avancer régulièrement, d'améliorer le climat des affaires. Moi, je pense qu'en 2020, on pourra faire un bilan et de dire, voilà là où on était, voilà où est-ce qu'on est. Et voici effectivement donc, les objectifs, l'avenir nous réserve dans 2, 3, 4 ans encore, ce genre de choses-là. Mais quand je regarde l'ensemble des demandes d'implantation d'unités industrielles qui sont, les autorisations sont faites dans mon département. Quand je regarde des demandes avec des projets clairs, des trucs de financement qui sont suffisamment j'ai bonne foi. Et quand je regarde l'ensemble des centrales solaires qui vont être construites au Burkina Faso, à peu près une dizaine qui sont totalement plus ou moins finalisées. On est dans les phases open book, le closing financier donc de 6 mois qui permet donc de boucler très rapidement les choses. Il y a un accompagnement. Et quand je regarde tout ça l'un dans l'autre, je pense que non seulement on sera un pays industrialisé et que dans pas très longtemps, nous allons vendre l'énergie la journée aux pays voisins. À vous entendre, on a l'impression que dans votre pays, il fait bon vivre et tout va bien. Vous êtes au Burkina Faso, le nom lui-même, les hommes, les amis, ceux qui sont là, ne peuvent pas dire le contraire. Nous sommes le plus beau pays au monde. Harouna Kaboré, merci. Merci beaucoup. Ministre burkinabé du commerce et de l'industrie et de l'artisanat, merci d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, 26 octobre, 4 novembre prochain. Donc, la date de cette 15e édition. Je rappelle au moins le thème pour ceux qui nous écoutent, c'est artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci. C'est pas habituel de serrer la main des invités, mais on va le faire pour une fois parce que vous venez du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.